en rétrospective. Yasmine Abdel-Fadel. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est possible, là. Antoine C'est Robitaille. une décision, mais ça a un coût. C'est toujours payant. C'est notre devise. La rencontre, Abdel-Fadel, Robitaille. Bonjour à vous deux. Bonjour Mario. Bonjour Mario. Antoine, tremblement de terre à l'Assemblée nationale hier. En fait, je devrais dire à l'Assemblée nationale et un peu à Rimouski, là. Oui, ben, je suis à Rimouski, c'est pour ça que je suis dans une chambre d'hôtel aujourd'hui. Et écoute, conférence de presse très attendue à 8h30. Mais moi, j'aimerais revenir sur hier. De M. Fitzgibbon avec François Legault. Ça, c'est un peu c'est un peu exceptionnel. Généralement, tu fais ta conférence de presse tout seul, puis souvent dans ton comté, tu remercies les électeurs. Mais là, c'est ça. Si Pierre Fitzgibbon, c'est un signe. C'est un signe. Oh, un signe. Moi, je trouve que c'est un signe. Qu'on veut que M. Fitzgibbon parte avec, je veux dire, en montrant qu'il n'y a pas eu de grands heurts, de grandes chicanes. Il part pas... pas de schisme. Exactement. Tu sais, un peu comme lorsque, je pense, Nathalie Normando était partie, Jean Charest avait tenu à être à côté d'elle pour bien montrer qu'il n'y avait pas eu un schisme. Mais quand même, je pense, moi, qu'il y a eu cassure, il y a eu un choc entre les deux. Et le récit officiel, jusqu'à maintenant, c'est que, bon, lundi, il y a eu une discussion entre les deux hommes, puis finalement, il représentait trop une distraction aux yeux de François Legault, Pierre Fitzgibbon, et il lui a dit, ben, tu pars pas, et là, cette question-là revient trop souvent. Oui, tu veux partir à Noël, mais là, c'est plus possible, ça va être une distraction totale, donc j'aimerais mieux que tu partes. Donc, il aurait arrangé toute la journée d'aujourd'hui, là. Donc, souper hier avec le caucus, annonce et tout ça, puis annonce ce matin ce qui aurait coulé. Moi, je pense qu'il y a eu, je pense que c'est arrivé plutôt hier, ça. Ouais, moi aussi. Parce que après les entrevues, là, et c'était assez clair dans les discussions que j'ai eues hier soir dans les couloirs de l'hôtel. De l'hôtel. Oui. Excusez-moi, il est tôt le matin. Je suis en train de m'habituer, Mario, là, à parler tôt le matin. Donc, il y a eu cette exaspération, je pense, du premier ministre à l'égard des tarifs, de l'intervention continuelle de Pierre Fitzgibbon, qui est transparent, qui lui a dit, ben, des hausses de tarifs à moyen terme de 5 à 10%, c'est possible. Et il y avait un différend là-dessus. On se souvient que la semaine passée, le premier ministre avait tenu à tweeter après qu'on ait publié dans le journal là, un article sur le choc tarifaire en vue. Il avait dit, ben, sur X, tant que je serai premier ministre, les tarifs des Québécois ne remonteront pas de plus de 3%. Et tout de suite après, à l'entrée du Conseil des ministres, on pose la question à Pierre Fitzgibbon à Québec et que répond-il? Ben, c'est vrai que à moyen terme, il va falloir que ça augmente. Or, le projet de loi, c'est un projet de loi sur les tarifs. C'est incroyable là, quand on va voir tout ça. Et donc, il y avait une possibilité là que ça devienne qui est, comment dire, à l'avant-plan, un différend important entre les deux hommes. On va revenir sur sa franchise parce que tu es quand même journaliste, chroniqueur d'expérience. Mais avant, Yasmine, sur le plan politique, comment toi tu mesures l'ampleur de la perte pour la CAQ? Elle est importante, mais c'est stratégique. Moi, je pense aussi, comme Antoine, que c'était hier que ça s'est fait, après la tournée médiatique, parce que je comprends pas. Tu sais, si c'était décidé lundi, là, pourquoi Pierre Fitzgibbon fait une petite tournée médiatique le matin pour parler des dossiers quand il pense partir? J'ai vu ça comme sa tournée d'adieu. Il a fait le tour, les 3 radios montréalaises. Il a fait les 3, là. Radio-Canada, 98.5, 99.5 Montréal, il a fait les 3... J'ai vu ça comme la tournée d'adieu d'Elton John. Je sais pas. Mais aux 3, mais la tournée d'adieu, il a dit qu'il ferait l'étude du projet de loi quand même. C'est assez particulier. Il peut pas le dire, c'est sûr, mais tu sais, les déclarations sur, tu sais, il y a la déclaration sur les hausses de tarifs là qu'on connaît, qui était discordante entre ce que le premier ministre disait puis Pierre Fitzgibbon disait, mais il y avait aussi, tu sais, la sortie il y a quelques jours là, il y a à peu près 10 jours, sur le fait qu'il préparait sa succession, tu sais, comme si le premier ministre n'avait pas son mot à dire là-dessus là, puis que c'est lui qui allait décider qui allait lui succéder. Ça avait pas d'allure comme déclaration. Ben non. Ça n'avait pas d'allure. Puis c'est tous des petits symptômes qui me font en sorte d'irriter un premier ministre, ça, tu sais. Mais Yasmine, est-ce que l'étude du projet de loi, parce que lui, son plan, c'était je fais mon projet de loi, puis je m'en vais à Noël.
je te fais un scénario, semble-t-il, qui a été envisagé. Le projet de loi, l'opposition, il fait barrage. Ben oui. On décide à Noël, là, au 10 décembre, on impose le bâillon pour l'adopter avant les fêtes. Ça aurait été sans précédent dans l'histoire parlementaire du Québec. Tu fais un bâillon pour que le gars puisse prendre sa retraite. Pour qu'il puisse prendre sa retraite, démissionner puis s'en aller. Donc, le motif du bâillon aurait été, ben là, on peut pas continuer l'étude du projet de loi en février. Le gars sera plus là. C'est comme si, je pense, dans l'entourage de François Legault, on s'est dit, mais ça marche pas. Une fois que t'es plus là. Une fois que t'as décidé de partir, tu peux pas dire, ben moi, là... Puis là, tout le monde... Les journalistes, ils auraient posé la question tous les jours, tu t'en vas quand? Ça serait devenu une risée. Toute cette affaire-là, je pense qu'ils ont réalisé... Mais Mario... Mario, au-delà de ça, là... Oui, Yasmine. Imagine en commission parlementaire tout le temps de glace, le spotlight, les micros qui vont être sous son nez, là, le gars qui a plus rien à perdre, qu'on sait qu'il s'en va, toute déclaration qui va être scrutée à la loupe. Plus bourru que jamais parce que son cœur est plus là. Antoine, je voulais te demander, toi qui en as vu passer là, des centaines de politiciens, lui, Pierre Fitzgibbon, part avec l'idée que les journalistes l'aimaient pas, qu'il était détesté, qu'il y avait un conflit. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont s'ennuyer de lui. Peu de politiciens donnaient des réponses aussi franches et directes à vos questions, là, à Québec. Absolument. Ah non, c'est sûr. Hier, d'ailleurs, on s'est retrouvés à souper ensemble, plein de journalistes, puis c'est ce qu'on se disait. On se disait, comment on va écrire nos textes maintenant que Pierre Fitzgibbon est parti? Non, c'est toutes ces belles déclarations pleines de candeur. Non, mais c'était intéressant de discuter avec lui sur le fond et ça m'a été dit hier, tu sais, la différence entre le politique et la politique, en anglais ce qu'on appelle policy et politics, ben lui il était du côté du politique, souvent les politiques publiques, ça l'intéressait ce qui allait arriver au Québec et tout ça, il était on m'a dit, Pierre était beaucoup moins politicien que le premier ministre. C'est ça, on m'a dit ça clairement. Ça nous semble une évidence à nous, mais je le dis aux gens qui baignent pas là-dedans. Et discuter avec lui, moi je l'ai eu en entrevue là où je me suis dit, je discuterai pas de toutes les distractions, je veux vraiment discuter de l'intelligence artificielle, liée à l'économie, de l'énergie, qu'est-ce que Hydro-Québec peut faire là-dedans. C'était passionnant parce que, comme a déjà dit le premier ministre, il lisait beaucoup là-dessus. Hein, tu sais, à un moment donné, le premier ministre avait dit, Pierre, il a lu beaucoup là. Quand Pierre Fitzgibbon avait dit, il y a trop d'auto au Québec. Là. Mais effectivement, François Legault avait dit, il a lu des environnementalistes cet été, là, tu sais. mais il était sincèrement intéressé. C'est ça. Il était sincèrement intéressé par l'évolution de la société, puis comment on pouvait en profiter. Puis en plus, il adorait faire des deals, donc et là, donc il en avait fait beaucoup. Bon, il n'est plus là, Yasmine. Faut que je te lance sur comment tu vois, toi, la suite des choses, autant à l'intérieur du cabinet que dans la circonscription de Terrebonne. La circonscription, c'est une autre chose que dans le cabinet. Puis là, de plus en plus de rumeurs sortent qu'il n'y aura pas de montée d'une nouvelle superstar de son caucus vers le Conseil des ministres. C'est plutôt un jeu de chaises musicales qui va s'opérer puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui deviendrait super ministre. Avec ces chiffres-là, avec ces données-là, Mario, je me suis amusée à faire des prédictions. Écoute-moi, oui. Christine Fréchette qui a brillé par son dossier de l'immigration. Elle pourrait accumuler immigration et travail qui appartient à M. Boulay, qui était, disons, rétrogradé après une déclaration malheureuse pendant la campagne électorale sur l'immigration. M. Boulay pourrait devenir super ministre et finalement finaliser sa réhabilitation en politique. Autre scénario, on ramènerait travail, solidarité sociale, travail, emploi, solidarité sociale ensemble avec Catherine Champagne-Jourdain qui pourrait reprendre le dossier du travail maintenant que les réformes de la construction sont terminées, là, tu sais, les gros morceaux sont faits. Encore une fois, libérer Monsieur Boulay pour pouvoir aller gérer ce super ministère-là. Plus je vois les différentes options, plus seul Boulay pourrait faire ce travail-là. Mais le premier ministre est capable de nous surprendre. Ben, j'exclurais pas. À mon avis, Christine Fréchette va prendre du galon.
Et j'exclurais pas qu'on lui retire, si elle prend le dossier de l'économie, qu'on lui retire l'immigration, parce qu'il y a Jean-François Roberge, qui est un fondateur de la CAQ, qui est un petit peu déçu des attributions. Tu sais, ils ont créé un ministère avec un bricolage, un collage de 2-3 affaires qui détesterait pas avoir un portefeuille. C'est une courte pointe. C'est une courte pointe, son affaire. Ouais. Mais il y a peut-être Jonathan Julien aussi, qui a déjà eu l'énergie. Qui est plus lisse. Ouais, pas sûr. Qui est plus pas lisse sûr. que... Je suis moins sûr de ça. Hey, il nous reste presque plus de temps. Et Antoine, je ne peux pas ne pas t'entendre sur... toi qui t'es inquiété de voir ces chefs potentiels du Parti libéral du Québec qui émanent du Parti libéral fédéral. Il y a Charles Milliard qui a commencé hier au caucus en Outaouais à jouer cette carte. Absolument. Et il a dit en point de presse qu'il voulait une profession de foi québécoise de ceux qui viennent du fédéral. Et ça concorde avec les fameuses valeurs libérales de Claude Ryan. C'est un petit livre que Jean Charest avait fait écrire à Claude Ryan au début des années 2000. Et Claude Ryan, donc ancien chef du Parti libéral. Et l'identification première au Québec, c'est une des valeurs libérales. Donc Charles Milliard reprend ça. Puis je l'ai trouvé habile. Il était assez éloquent aussi en point de presse. Et il vient de se positionner assez fortement. Je suis le Québécois, je suis rassembleur aussi parce que j'ai été progressiste, conservateur et libéral et je suis le renouveau. Donc, aux autres à prouver qui sont sur ces sujets-là là, aussi bons que moi. Donc, j'ai trouvé que c'était un départ assez canon dans la course à la direction, puis il met un certain fardeau sur les Pablo Rodriguez, évidemment, Denis Coderre et aussi Marc Bélanger, là, qui est un ancien du Parti libéral du Canada, puis même Fred Beauchemin. Ouais. Je trouve que oui, c'est une carte assez forte, puis c'est une carte bien jouée, puis je trouve que on a besoin, je pense, au Québec, d'un parti libéral qui s'identifie au Québec d'abord. Je t'entends rire, Yasmine. Moi, je trouve ça toujours drôle, tu sais, des personnes qui arrivent puis qui deviennent l'espèce d'arbitre là de qui s'identifie assez au Québec puis qui le devient pas là. Tu sais, Charles Milliard, après tout, est un candidat. C'est sûr que c'est une stratégie qui met de la pression sur un Pablo Rodriguez, par exemple, et de la filière PLC, mais tu sais, c'est pas Charles Milliard qui va décider qui est assez nationaliste à son goût pour faire partie du Parti libéral ou pas. Là, ça va être les militants. Puis c'est important, en sous-question. As-tu entendu en sous-question quand ils ont dit c'est quoi l'identité du Québec? C'est quoi le Québec? Là, oups, M. Milliard était un petit peu plus mou. Ouais, ben on va surveiller ça. C'est certain que ça va faire partie de la discussion. Merci à vous deux. Bye bye. Salut.